Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, probablement l'une de ses dernières sorties médiatiques, Dominique Saurin, préfet de Mayotte, vous le savez, il part sous peu, direction la Polynésie, mais il est encore là au moins pendant 2 temps de parole, alors on va en profiter et le saluer. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a consacré cette matinale les 2 temps de parole donc au préfet de Mayotte et la deuxième partie sera plus réservée à vous d'une manière un peu plus personnelle. Mais la première partie, on va parler d'actualité, notamment de ce plan de convergence. Alors ça y est, 1,6 milliard, c'est pas rien de mémoire de journaliste, c'est du jamais vu pour Mayotte. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Où il va aller? Comment il va être distribué? Alors, tout d'abord, un petit rappel, comment ce contrat de convergence est arrivé. Il y avait jusqu'à la fin de l'année 2018 un contrat de plan État-région qui représentait un peu plus de 300 millions d'euros. Bien sûr, il y avait d'autres dépenses aussi qui étaient faites. Là, l'objectif a été, comme dans les autres outre-mer, de consolider l'ensemble des engagements de l'État dans ce qu'on appelle un contrat de convergence. Et pour Mayotte, la particularité par rapport aux autres territoires, c'est que ce contrat de convergence s'appuie sur les mesures qui avaient été décidées l'année dernière suite à la crise à Mayotte. Et ces crédits représentent donc au total 1,6 milliard. Alors il n'y a pas que des crédits de l'État dedans, il y a un peu plus d'1 milliard d'euros de crédits de l'État, un peu plus de 440 millions d'euros du département, des intercommunalités, et un peu plus de 100 millions d'euros qui sont des crédits européens. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a autant de crédits qui sont affectés à Mayotte. Je crois qu'il faut le dire très, très nettement, par-delà toutes les polémiques j'ai eu l'occasion de dire, qu'on a pu entendre. C'est une nécessité pour le territoire. Alors, la question... Il y a une vraie prise en compte, une vraie prise de conscience de la problématique de Mayotte. Oui, ce sont des priorités, alors dans différents domaines, cela a été dit. Ce sont les logements, c'est les routes, c'est l'eau potable, c'est l'assainissement, ce sont les équipements sportifs, ce sont les établissements scolaires, les réfectoires, c'est tout ça, les plans de formation également. C'est un peu le plan Marshall de Mayotte. Je ne sais pas si c'est le plan Marshall, mais c'est un plan qui est nécessaire. Parce qu'on avait un retard énorme à rattraper pour Mayotte. Alors, je l'ai dit également, c'est pas un point d'aboutissement, ce plan. Ça, il faut le dire aussi très nettement, parce qu'il y a des sujets qui n'ont pas été traités complètement dans le plan. Alors, j'aborde tout de suite le sujet, celui de la desserte aérienne. Oui, parce que j'allais vous poser la question. Vous allez me poser la question, donc je vous la pose. Je me la pose. Et donc, desserte aérienne. L'année dernière, dans le plan pour Mayotte, qui avait été présenté par le gouvernement, il y a une étude qui a été demandée. Alors, il ne s'agit pas de la Xème étude, parce qu'il y en a déjà eu. Il s'agissait de faire la synthèse sur cette question de desserte aérienne, et il y a un rapport qui est en cours d'étude à Paris qui aborde le sujet. À la fois, ça va du prix du kérosène à la longueur de la piste, en passant par les compagnies qui peuvent desservir, qui pourraient desservir Mayotte. Donc c'est un sujet qui sera traité, notamment dans le cadre de la visite du président de la République. C'est un sujet qui sera abordé. Autre sujet non traité. Ça veut dire quoi qui sera abordé? Ça veut dire quoi? Je ne vais pas vous faire des annonces aujourd'hui, mais c'est un sujet. Il faut traiter cette question de la desserte aérienne. Et donc de la piste longue. C'est incontournable. Il faut apporter des réponses sur cette question de la desserte aérienne qui n'est pas satisfaisante, à ce jour. Faut le dire. Enfin, tout le monde le dit. Autre sujet qui n'a pas été abordé dans le plan, c'est la question de la convergence des droits. C'est l'application du Code de la sécurité sociale à Mayotte, où il y a un objectif qui est fixé, c'est la convergence à l'échéance de 2036. Annick Jardin l'a dit elle-même ici, elle était assise à la place où je suis, elle dit il faut qu'on étudie ce sujet pour voir comment progresser également. D'ailleurs, nous avons mis en place à Mayotte une commission consultative du travail qui est spécifique à Mayotte, qui réunit à la fois les partenaires sociaux, patronat, syndicats, pour discuter et travailler sur ce sujet et voir comment cela pourrait se faire. Parce qu'il ne s'agit pas non plus simplement, il y a la question de la convergence des allocations, etc. Mais il y a aussi la convergence des cotisations. Donc tout ceci doit être... Droit, devoir. Doit être étudié.
Autre sujet également qui est à traiter, c'est la question les questions ont été posées lors de la réunion à Paris le 1er février à l'Élysée, c'est la question des finances des collectivités locales. Donc voilà, il reste des sujets qui seront à traiter dans les mois et dans les toutes prochaines années. Le contrat de convergence, c'est des crédits qui nous sont alloués jusqu'à 2022. Donc sur une période très réduite, on a 3 ans et demi pour mettre tout ça en œuvre. Et ce que nous avons souhaité dans la mise en œuvre du plan l'année dernière, c'est fixer des objectifs qui soient réalistes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'écrire un plan pour le plaisir d'écrire un plan, c'est quelque chose de concret, ce sont des crédits qui sont disponibles, et il s'agit à nous maintenant, et quand je dis nous, c'est collectivement, État, collectivités territoriales, monde associatif aussi, et collectivités, c'est le conseil départemental, les intercommunalités, les communes. Il faut que nous nous organisions et que nous nous battions, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, pour utiliser ces crédits pour monter des projets. Et ça, c'est le plus grand défi, j'ai eu l'occasion de le dire hier au conseil départemental, c'est le plus grand défi que nous ayons. Et ça suppose que nous soyons en capacité d'augmenter notre ingénierie, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des spécialistes pour monter les projets. Et nous sommes en train de nous équiper en la matière. La préfecture va procéder au recrutement. On avait mis en place, on avait prévu l'année dernière dans le plan une plateforme d'ingénierie, mais on va mettre en place cette plateforme d'ingénierie. Parce que c'est le point faible de Mayotte, on le sait. C'est le point faible de Mayotte. On découvre tous ces montages financiers et on a du mal encore. On a des idées, on a des projets à Mayotte, mais on a du mal à les monter. C'est pas que des montages financiers. Lorsqu'on a un projet, il faut l'aborder par plusieurs. Il y a plusieurs séquences, enfin plusieurs phases. Il y a le foncier, qui est un sujet à Mayotte. On dit très souvent, mais oui, je maîtrise le foncier, on peut faire un projet. Et quand on regarde de plus près, mais non, on ne maîtrise pas le foncier, parce qu'il y a des problèmes de propriété, de domanialité sur ce foncier. Il y a des problèmes d'indivision, enfin, c'est très très compliqué. Familiaux souvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place une commission d'urgence foncière pour les propriétés privées, qu'on a mis en place l'EPFAM, l'établissement public foncier, pour tout ce qui est également maîtrise du foncier. Donc il y a la maîtrise du foncier, il y a les aspects réglementaires, il y a les aspects budgétaires, fiscaux. Tout ceci, il faut qu'on change de méthode pour travailler sur ces thèmes et qu'on se mette toutes les personnes concernées par un dossier autour de la table. Je vais prendre un exemple sur les équipements sportifs. Je l'ai cité hier. Ces équipements sportifs, c'est financé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est financé par le conseil départemental. C'est financé par l'éducation nationale également, parce qu'il y a des équipements sportifs qui peuvent être utilisés par les collèges, les lycées, les écoles. Il faut qu'on coordonne toutes ces interventions à chaque fois. Alors c'est basique, mais on n'a pas fait suffisamment ici à Mayotte. Donc il y a un changement de méthode qui s'impose. Alors c'est ça, le plus grand défi que nous allons avoir dans les mois à venir, c'est ça. Est-ce que c'est le résultat des assises des Outre-mer, et notamment sur Mayotte? Je vais être plus précis dans ma question. Est-ce que ce qui est fléché aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les Mahorais? C'est ce qui ressort des assises? Alors, comment a-t-on bâti le contrat de convergence? C'est bâti, sur la base des mesures, pour la part de l'État, des mesures qui ont été annoncées l'année dernière, après la crise. Et comment a-t-on bâti ces mesures après la crise? Mais sur la base des plateformes du conseil départemental, de l'association des maires, du monde économique, de l'intersyndicale et des collectifs. Et je rajoute les dimensions sécurité et lutte contre l'immigration clandestine, alors qui ne sont pas dans le contrat de convergence, mais qui, je dirais, sont toujours au cœur de la politique de l'État. Donc c'est bien sur cette base-là que nous avons travaillé, qu'il y a eu cette concrétisation, avec l'engagement du président de la République, parce que je tiens à le rappeler, et du Premier ministre, parce que lundi dernier à Paris, il y avait la signature des contrats de convergence outre-mer. Et le président de la République a fait une déclaration importante, c'est l'engagement de l'État pour les outre-mer en disant qu'il est hors de question de faire des économies sur l'outre-mer. À un moment où il y a des contraintes budgétaires pour notre pays. Mais on ne s'oriente pas du tout dans ce sens. On le voit bien. Il n'y a pas d'économie pour Mayotte. Au contraire, on est sur une amplification des crédits fléchés pour Mayotte et qui sont surtout consolidés. C'est-à-dire que nous avons tout le spectre des dépenses là, qui sont prévues dans le contrat. Alors il y a des distinctions un peu
techno, on va dire, mais peu importe le terme, qu'on parle de contrat ou de mesures de crédit valorisées, enfin, les crédits sont là. Quand on parle de dépenses pour l'hôpital, de modernisation de l'hôpital, parce qu'il y a des services qui manquent à l'hôpital aussi. C'est clair. Il y a besoin de davantage de spécialités. C'est un autre exemple que je prends. C'est tout ça qui est couvert. Il n'existe pas de développement d'un département sans culture. Or, à Mayotte, en termes d'attractivité et pour le bien de tous ceux qui vivent ici, on a besoin de culture. On n'a pas de théâtre, on n'a pas de cinéma, on n'a pas de salle de spectacle. Est-ce que dans ce plan de convergence, alors ça peut paraître un peu dérisoire, mais la culture, c'est pas du tout dérisoire. Alors, je partage complètement votre analyse. On manque d'équipements collectifs en la matière. Alors, il y a quelques opérations qui se font. Les maisons des jeunes et de la culture qui ont été faites, mais souvent qui ont des problèmes de fonctionnement, il faut bien le dire. Donc il va falloir continuer cet effort d'équipement en mettant bien en avant cette question des crédits de fonctionnement et comment, sur la durée, faire tourner ces outils. Mais je prends un exemple, à Chirongi, il y a une salle de spectacle, on va dire, destinée à la culture dans tous ses aspects, cinéma, théâtre, réunion également, qui est prévu. Donc il y a des outils qui peuvent être adaptés à Mayotte et surtout, il faut que ces outils soient répartis sur le territoire. On ne peut pas avoir ce type d'équipement que dans le centre de Mamoudzou. Il faut irriguer l'ensemble du territoire. Et la culture, ça en fait partie. Il y a un autre sujet aussi qui est important pour moi, c'est la question des équipements sportifs. Parce que les jeunes ont besoin d'équipements sportifs. Il faut accorder une attention très particulière pour les jeunes dans ces plans. On le voit en matière d'éducation, c'est qu'on puisse les accueillir partout, dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est vrai que les écoles en rotation, ça ne facilite pas, je dirais, l'enseignement. C'est nécessaire de ne pas avoir de réfectoire, je le disais tout à l'heure, c'est quand même un problème que dans une école en France, on n'ait pas de réfectoire pour que les enfants puissent prendre des repas. Et les équipements sportifs aussi, c'est important. Et les équipements culturels, bien sûr, cela en fait partie, ça fait partie du développement de l'individu, donc c'est pas du luxe. Kamar Boura a une question à vous poser, monsieur le préfet. Un ex-élu du conseil départemental qu'on recevait ici disait, pour pouvoir mieux consommer, en tout cas ces fonds européens, ou peu importe les fonds, il faut d'abord passer par la case formation. Est-ce qu'en 3 ans, monsieur le préfet, vous pensez que tous ces fonds, nous sommes capables de monter déjà les dossiers et les projets pour pouvoir les consommer? Je pense, mais ça va nécessiter un grand volontarisme. C'est-à-dire, il y a aussi, j'ai indiqué ces derniers jours, je comprends que tout le monde n'ait pas la même vision du territoire, qu'on ait des analyses différentes pour des raisons politiques, de sensibilité. Mais par contre, il y a une obligation, il y a un impératif, je parlais à l'instant des jeunes, il y a un impératif, on doit aussi tout faire pour le devenir du territoire et pour le devenir des jeunes. Et ça suppose que tout le monde se mobilise, tout en gardant je dirais, ses opinions, c'est pas la question, mais que tout le monde se mobilise pour réaliser ces objectifs que nous nous sommes fixés. C'est ça l'intérêt du contrat. Permettez-moi d'aller encore un peu plus loin dans la question de Kamar, parce qu'il y a certaines réactions qui disent tout le monde sait qu'en 3 ans, on sera incapable de consommer 1,6 milliard. Le gouvernement aurait très bien pu mettre 4, 5, 10 milliards, puisque de toute manière, ils savent qu'on n'arrivera pas à consommer ces 1,6 milliard. Est-ce que tout seul, on y arrivera? Mais je ne pars pas de ce principe. Parce que si on dit on n'est pas capable de le faire, parce que je rappelle que, notamment l'année dernière, au moment de la crise, on disait mais il faudra encore plus d'argent, encore plus de crédit. À un moment donné, il faut avoir un raisonnement précis là-dessus. Moi, je crois qu'il faut se le dire directement. Bien sûr que c'est difficile, ce n'est pas facile. Mais le gouvernement s'est fixé, a pris des engagements. Les élus aussi ont pris des engagements en signant ce contrat de convergence. Les élus se dotent aussi de capacités, les communes recrutent en ce moment aussi, parce que la situation financière globalement des communes s'améliore à Mayotte, faut quand même le dire. Il y a des appuis qui sont apportés en termes de financement par l'Agence française de développement. C'est une réalité. Et il s'agit de programmer tous ces équipements.
Et c'est dans ces équipements, je peux prendre un exemple, sur les écoles primaires, collèges, lycées, mais la programmation elle est faite. Alors après, il faut également que les entreprises puissent suivre. Et pour que les entreprises puissent suivre, il faut caser de la main-d'œuvre formée également. Et j'en reviens à votre question. Et c'est pour ça que la formation est un point important du contrat de... On a contractualisé un peu plus de 67 millions d'euros avec le conseil départemental sur la formation professionnelle. Et c'est de la formation professionnelle pour rendre employable le plus rapidement possible des Mahorais. C'est ça, parce qu'il faut le faire. On doit monter, je dirais, en gamme sur le sujet. De la même façon, on doit former davantage les agents des collectivités. Ça en fait partie. On a des crédits pour ça. Il faut le faire. Naturellement, c'est dur. Je ne dis pas que c'est facile. Au contraire, ça va être très difficile. Je crois qu'il faut l'indiquer et employer ces termes. Mais on nous attend là-dessus. Et on ne peut pas dire à chaque fois il faut davantage de crédits. Puis une fois qu'on les a, dire ah ben non, on ne va pas y arriver. Donc Donc il faut tout faire pour en consommer un maximum. Est-ce qu'on va les consommer à 100%? Ça, je ne sais pas. Mais prenons l'exemple des fonds européens. On avait pris à un moment donné un retard, là aussi, important, parce qu'on n'avait pas l'habitude à Mayotte d'utiliser ces dossiers. Il a fallu que les services de l'État contribuent aussi à monter ces dossiers. Dans les utilisateurs, ils n'étaient pas forcément non plus accoutumés à ça. Mais on est en train de rattraper ce retard, du moins sur une partie des fonds. Donc c'est une question de mobilisation. Je crois qu'il faut le dire, on doit se mobiliser. Tout le monde doit se mobiliser en la matière. Est-ce qu'on peut s'appuyer à des techniciens comme chez nos voisins à La Réunion, qui ont déjà l'habitude? Alors on peut, on doit faire monter en compétences localement, bien sûr, utiliser les compétences locales. Ça va être l'occasion aussi pour des Mahorais de revenir. Ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont métropoles, ça serait bien aussi qu'ils puissent revenir sur leur territoire. Mais on doit faire appel aussi à des capacités extérieures, que ce soit des entreprises réunionnaises, des entreprises métropolitaines ou d'autres ou d'ailleurs. Mais il faut aussi, et c'est important pour ce plan de convergence, c'est que les crédits utilisés, c'est qu'il y ait un retour sur le territoire, qu'on fasse travailler le plus possible des entreprises mahoraises. On a le sentiment qu'il y a un train qui est arrivé en gare, un train de 1,6 milliard. Il ne faut pas le rater, celui-là. Mais il ne faut pas le rater, non, mais c'est exactement le terme, parce qu'autrement, je dis, après, on peut afficher, en effet, on peut dire des plans. Je l'avais dit quand j'étais arrivé. Moi, parce que là, côté gouvernement, il y aura la réponse facile. Hein. Oui, les gars, vous avez eu 1,6 milliard. Vous n'y avez pas été. Oui. Des plans, on peut en faire tant qu'on veut. J'ai dit en arrivant, je peux en faire un dans mon bureau, dire il faut développer la formation professionnelle, il faut développer l'agriculture, il faut développer la pêche. Ça, tout le monde est capable de l'écrire. Maintenant, il faut le réaliser. Et je vois votre image du train qui est en gare avec chargé, on va dire, mais il faut qu'il reparte et sur les bons rails. Prenons des exemples de développement économique. Je crois beaucoup au développement de la pêche et de l'agriculture ici à Mayotte. Il y a des problèmes en ce moment sur la pêche. Oui, mais il y a des problèmes. Il y en aura des problèmes. Mais il s'agit de voir comment on les surmonte. Et il y a des projets. Il y a un travail qui est fait en ce moment pour déterminer quelle est l'embarcation qui pourrait être utilisé par les pêcheurs artisans. Il y a des projets de création de pontons. C'est plus que des projets d'ailleurs. On a des décisions qui sont prises. Il y a deux communes où les dossiers sont bien lancés. Ça va suivre. Ça va continuer à suivre cette année. Alors bien sûr qu'il y a des problèmes. En ce moment, il y a des problèmes de carburant. Il y a des problèmes, parce que c'est les problèmes des stations pour délivrer le carburant. Mais ça, on va le régler. C'est possible de trouver des solutions. Mais il faut le faire pas à pas. Et avec méthode. Beaucoup de méthode et beaucoup d'engagement. Il y a 1 an et demi de ça, vous étiez directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Et puis un jour, elle rentre dans votre bureau et elle vous dit « Dominique, tu vas aller à Mayotte. Oui. » C'est ce qu'elle vous a dit? Oui, ça s'est passé... Comment vous avez réagi à ce moment-là? J'avais pas prévu, quand j'étais directeur de cabinet, j'avais pas prévu telle évolution. Ouais. Et alors, il y a eu plusieurs personnes qui sont rentrées dans mon bureau, qui m'ont envoyé des messages en disant « ça serait bien que tu ailles à Mayotte. » Donc vous le sentiez venir, quoi. Ça s'est passé comme ça a été très vite. Hein. Ouais. Ça serait bien que tu es à Mayotte, tu connais le sujet, tu l'as suivi, et compte tenu du contexte et de la crise. Il faut rappeler qu'on était en pleine crise. Et de la pleine crise. Ouais.
Donc, ça m'a été demandé. Ouais. Bon, j'ai réfléchi un petit peu Combien de temps rapidement. J'en ai parlé à mon épouse aussi bien sûr, pour bien sûr, savoir comment ça allait se passer, puis je suis parti. Ouais, Voilà. mais comment qu'est-ce qu'on se dit quand on connaît à ce moment-là la situation à Mayotte, vous la gérez depuis Paris en tant que directeur de cabinet du ministère, comment vous dites, vous dire, oulala, je pars en pleine... pardon pour l'expression, mais un peu le bordel à Mayotte, il faut que j'aille là-bas, on me demande de régler tout ça. Est-ce que vous partez déjà avec un plan de bataille ou vous dites, bon, il faut que j'invente un plan de bataille? Mais je me suis dit, il faut que j'invente un plan de bataille. Oui. Je connaissais un petit peu Mayotte. Oui, J'étais venu à Mayotte Oui. rapidement, mais j'étais passé à Mayotte. Depuis, lorsque j'étais préfet de la Réunion, je suivais aussi les sujets mahorais. Oui. Et donc, je connaissais le contexte de crise. Donc je me suis dit, bon, c'est une mission, c'est un défi, Je l'ai vécu comme ça, j'ai souvent fonctionné, j'ai jamais fait de plan, pour le dire comme ça, de plan de carrière, j'ai jamais su trop longtemps à l'avance où j'atterrirais. Et il fallait le faire. Enfin, il y avait un problème. Il fallait besoin que quelqu'un aille à Mayotte. On cherchait à l'époque un préfet expérimenté pour aller à Mayotte. Donc j'ai répondu oui, mais en me disant il faut que je bâtisse. Il faut que je trouve une méthode, un plan. Et j'ai aussi souhaité partir avec une petite mission autour de moi. Et je suis venu avec plusieurs équipiers, on va dire, employer ce terme, qui s'en souviennent aussi de cette mission. Je les revois encore régulièrement parce qu'ils reviennent de temps en temps faire des missions. Et pas tous, quelques-uns sont, pas tous, c'est vrai, mais quelques-uns sont revenus. Puis je les ai aussi de temps en temps au téléphone où je les vois à Paris. Ils ont un sacré souvenir aussi de cette période parce que c'était un sacré défi parce que tout était bloqué, il n'y avait plus grand-chose qui fonctionnait. Et vous avez douté à un moment donné, vous vous êtes dit c'est trop compliqué, j'y arriverai pas? Ah non, moi je suis pas c'est pas que je sois présomptueux, mais j'ai toujours pensé qu'on trouverait une solution. Toujours, là aussi c'est compliqué. Vous me posiez tout à l'heure la question du plan. Bien sûr que c'est compliqué de mettre en œuvre le plan, c'est la même chose. Mais c'était pareil pour mon arrivée. Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que on est sorti de cette crise? Est-ce que vous vous souvenez de l'élément qui a permis de sortir de cette crise? Je crois surtout, et c'est mon analyse sur Mayotte de façon plus globale, c'est pas une affaire de coût. À un moment, on fait basculer les choses. Je crois que c'est une question de méthode de travail sur la durée. Et j'ai beaucoup discuté en arrivant. J'ai vu tous les interlocuteurs, les élus, les collectifs, l'intersyndical. On a passé beaucoup d'heures. Il fallait le faire. Donc ça a commencé à se débloquer. Certains ont appelé au déblocage. Ensuite, certains voulaient continuer les blocages. Donc il a fallu dégager un certain nombre d'axes. Et ensuite, c'était la mise en œuvre du plan en matière de lutte contre l'immigration clandestine, la sécurité, la définition des mesures. Et il faut toujours avancer, continuer à avancer et surtout avoir une méthode. Sur la durée, là aussi, c'est pas des coûts. On a besoin de durée ici à Mayotte et de méthodes sur la durée. C'est pour ça que j'étais confiant. Alors ça n'a pas été toujours facile. Je ne suis pas quelqu'un de béatement optimiste en disant tout va bien. Il y a des jours où c'était compliqué. Mais vous avez opté pour une méthode douce. On en parlait avec Amar il n'y a pas si longtemps que ça, qui, quand il y avait des barrages, on ne forçait pas systématiquement les barrages. Il n'y a pas eu confrontation. Il y a eu très peu de confrontation. C'était aussi une stratégie, même si à la fin, quand la majorité des syndicats voulaient lever les barrages, donc là, vous aviez envoyé la cavalerie, mais depuis le début, non, on part, on discute, on y va. Je n'ai pas cherché la confrontation. J'ai passé, je me souviens, même essayé une petite semaine à discuter, parce que je voulais éviter la confrontation compte tenu du contexte. Après, lorsqu'il y a eu une minorité qui n'a pas voulu lever les barrages, j'ai envoyé les gendarmeries mobiles, pour le dire, pour lever, et ça s'est fait sans violence. D'ailleurs, ce que je tiens à chaque fois qu'il n'y ait pas de violence, ou qu'il y ait le moins possible de violence dans ce type de situation, mais il y a certains moments, il faut prendre des décisions. Et s'il faut utiliser la force, on utilise la force. Mais j'ai tenu à ce dialogue, et il faut pouvoir dialoguer, parce que c'est aussi une vertu républicaine de dialoguer. C'est pas qu'une formule. Mais on ne progressera que si nous discutons, que si nous échangeons, que si nous ne sommes pas dans l'invective. Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait un respect de tout le monde en la matière. Et je pars du principe qu'on doit se respecter et que les opinions qui sont émises sont respectables de la plupart des personnes. Ça a été le moment le plus compliqué, j'allais dire de votre mandat, non, vous n'êtes pas élu, mais de votre période ici à Mayotte?
Oh, mais le démarrage a été certainement le plus dur, parce que il pouvait y avoir un échec, hein, mais il y a eu d'autres périodes un peu difficiles. Lesquelles ? Je prends l'exemple de lorsqu'on s'est retrouvé avec l'impossibilité de reconduire les étrangers en situation irrégulière. Ça a duré plusieurs mois. C'est une situation extrêmement difficile. Après, ça a recommencé progressivement. Tout ça a été compliqué à expliquer. Donc ça a été difficile. Il a fallu du temps pour stabiliser le système et reprendre, je dirais, une conduite des opérations dans un cadre le plus normal possible. Il y a eu cette période aussi où les Mahorais, à un moment donné, bon c'est la même période, hein, on doutait, il y a eu ce mot feuille de route, on doutait de Mayotte française aux yeux du gouvernement. On s'en souvient de cette période. Et ça a jeté de l'huile sur le feu, cette histoire. J'ai connu la remise en cause de ce qu'on appelait la feuille de route. J'étais directeur de cabinet de la ministre. J'avais présidé une réunion en son absence avec les élus mahorais. On avait décidé d'ailleurs de suspendre l'application de cette feuille de route. Et c'était quoi ? C'était un malentendu ? C'est un malentendu, je pense. Parce qu'il y a eu, et je l'ai senti lorsque je suis arrivé, dans les discussions très nombreuses que j'ai pu avoir, dans les communes, un peu partout, je suis allé partout, j'ai senti qu'il y avait cette défiance vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'État. Sur le thème, on ne respecte pas le choix des Mahorais d'être pleinement français. Il y a une volonté par rapport à des différentes considérations, de faire des concessions aux Comores. Non, ça n'a jamais été le cas. Mais il y a eu ce sentiment, et il faut en tenir compte. Et il faut bien insister sur cette nécessité bien sûr, de coopérer avec les Comores. Parce qu'une partie des solutions qu'on va avoir pour l'avenir du territoire va dépendre de la coopération avec les Comores. En effet, si on développe le système de soins aux Comores, ça va éviter que les Comoriens viennent ici. Pareil pour le système éducatif, pareil pour la production. Donc on doit discuter, mais on ne discute qu'en affirmant pleinement, je dirais, Mayotte française, pour le dire directement et simplement. Vous l'avez dit au début de votre séjour ici à Mayotte, parmi vos objectifs, c'était d'arriver à renouer un lien de confiance entre Mayotte et la France, et les élus, et nos ministères. Vous avez le sentiment d'y être arrivé à ce jour ? Je pense qu'il y a eu un déblocage en la matière. D'abord dans les relations entre l'État et Mayotte, avec les élus, on l'a dit hier au conseil départemental, le président du conseil départemental le disait, mais avec l'ensemble des élus. Là, on n'est pas toujours d'accord sur tout, je le disais tout à l'heure. Et ça, c'est normal. Ça, c'est la République. Mais on doit être d'accord sur le socle minimum qui permet le développement du territoire et de vivre correctement. Et là aussi, c'est le rôle du préfet localement et de ses équipes autour de lui, c'est d'assurer ce contact aussi avec les Mahorais, avec les associations, avec les élus. Et ça, il faut continuer cet effort. C'est important. S'il y avait une image positive que vous retiendrez de Mayotte, un instant, un endroit, ça serait lequel ? Ça sera pas. Enfin, ce que je retiens de positif, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est aussi par-delà les difficultés. Ça n'a pas toujours été. Ça a été parfois houleux dans les discussions. Mais c'est la chaleur de l'accueil mahorais, de la culture mahoraise. Tout le monde le dit, mais c'est pas une légende. C'est pas une légende, c'est une réalité. C'est la richesse aussi du territoire. C'est la spécificité du territoire. Et moi je suis un provincial aussi, je suis pas au sens de notre pays. Et on a besoin de cette culture, et je retrouve ici à Mayotte une culture particulière, très attachante, très riche. Et j'ai dit à plusieurs reprises, il faut que les Mahorais préservent cette culture. Couteau à double tranchant, parce que l'État s'est servi de ce sens de l'hospitalité à la mahoraise, ce sens d'aimer recevoir, d'être très respectueux. L'État s'en est servi aussi pour se retourner un peu contre les Mahorais en disant « Oui, mais s'il y a de l'immigration, vous en êtes aussi les responsables. » Souvent, l'État a pointé du doigt les Mahorais là-dessus. Ça, c'est pas la même chose. Ça, je crois qu'il faut être bien clair là-dessus. Quand je parle de culture, de la richesse de la culture mahoraise, ça n'a rien à voir avec les filières d'immigration clandestine. Parce que là, vous me permettez, alors on va revenir sur un sujet plus précis. L'immigration clandestine se nourrit d'un système
qui est bien sûr le fait de faire payer les réseaux pour faire venir des ESI ici, ça existe. C'est le travail illégal, c'est l'habitat illégal. Tout ça, c'est un système, les cultures illégales. Il faut être bien conscient que c'est pas de l'hospitalité, que c'est d'une certaine façon de l'exploitation que font certains. C'est pas la majorité, bien sûr, qui est concernée, mais il faut lutter contre ce système. Donc ça n'a rien à voir. Vous allez partir d'ici une petite semaine, grosse semaine, par là ? Certainement. Hein, oui, certainement. Est-ce que vous êtes déjà en contact avec votre successeur ? Est-ce que les dossiers qui sont en cours, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, seront prolongés, continués, ou comment ça va se passer ? Bon, j'ai été en contact avec mon successeur, oui. Bien sûr. J'ai fait une présentation de Mayotte tout de suite. Et je prépare aussi mes équipes ici. Ensuite, on a travaillé. Je parlais de méthode tout à l'heure. Il y a tout un dispositif qui a été mis en place, auquel j'ai travaillé avec mes équipes, pour assurer déjà cette continuité par-delà les personnes. Parce que c'est évident que quand quelqu'un s'en va, il peut y avoir ensuite des différentes approches. Mais le cœur de la méthode demeure, va rester. Hein, c'est cette priorité gouvernementale qui a été affichée pour Mayotte. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de revenir en arrière ? Vous êtes arrivé, préfet plein. Là, il y a un préfet qui va arriver, qui n'est pas encore préfet, qui va le devenir grâce à Mayotte. C'est ce qu'on avait connu avec tous les autres préfets, presque jusqu'à maintenant. Beaucoup s'étaient réjouis d'avoir un préfet d'expérience, comme vous l'êtes aujourd'hui, et quand vous êtes arrivé. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir un peu en arrière, là ? Non, on ne peut pas parler de retour en arrière. J'ai fait une émission qui était un peu, genre, vous me demandiez dans quel contexte j'étais venu. C'était un peu particulier, un peu exceptionnel que je vienne. Et c'était un choix, après, personnel que j'ai fait. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de changement, je dirais, par rapport au nouveau préfet qui va venir. Parce qu'il y a aussi c'est un cadre, c'est la première fois, certainement, qu'un gouvernement a fait de tels choix pour Mayotte. Et ça va continuer. C'est la différence. On n'avait pas très certainement auparavant une telle volonté d'agir pour le territoire. Alors après, je ne dis pas que peu importe les personnes, c'est pas ça. Mais on a un nouveau préfet qui va arriver dans ce contexte-là. Dans un contexte très orienté, on va dire. En 1 an et demi, vous êtes devenu, pardon pour l'expression, monsieur le préfet, mais presque une rockstar ici à Mayotte. Impossible de se balader dans les rues sans que vous soyez interpellé. On en a été les témoins, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas quelque chose qu'on peut retrouver partout, ça. Alors, on ne le retrouve pas partout, parce que c'est lié aussi à la spécificité de Mayotte. Ouais. C'est vrai qu'il y a une proximité très forte à Mayotte. Et c'est vrai que ça va me faire quelque chose de quitter cet environnement. Parce que j'ai eu cette vie de proximité aussi bien sûr. À Mayotte. On l'a moins, un petit peu à La Réunion, ce type de situation. C'est plus grand, mais je l'avais un petit peu à La Réunion. C'est aussi les Outre-mer qui sont comme. C'est pour ça aussi que j'ai cette passion des Outre-mer. Mais c'est vrai que c'est particulier. C'est la spécificité aussi de Mayotte. Alors ça peut être, ça a toujours été, j'ai toujours été très cordialement accueilli. Hein. Après, les gens pouvaient m'interpeller sur tel ou tel sujet, mais c'est ça qui est intéressant, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Camar, une question pour le préfet. Oui, c'est plutôt un commentaire. Donc, dans les réseaux sociaux, certains estiment que vous êtes l'homme de la situation à Mayotte. Donc, pourquoi, il se pose la question, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Oui. C'est une vraie question, ça. C'est la question de la vie préfectorale. Il y a des cycles d'affectation pour les préfets. J'étais venu pour une mission. Mission a été, et j'en suis très heureux, a été longue. J'en suis très très heureux. Et puis il y a maintenant un cycle de mouvements, que ce soit à Mayotte ou dans d'autres territoires. Mais j'étais très heureux de cette. Et c'est pas une formule. C'est pas. Ce que je vous dis, j'ai vécu sur le territoire. J'ai quasiment pas bougé du territoire pendant les 16 mois, que j'y ai passé parce que c'était nécessaire. Je suis engagé pour le territoire. C'est une fin de cycle. Il faut passer maintenant. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu.
dans les affectations préfectorales. Autre question de nos auditeurs. Azali sera reçu par Emmanuel Macron fin juillet à l'Élysée. Est-ce que le préfet peut nous parler un peu plus du contenu de cette réunion? De quoi ils vont parler, ces deux chefs d'État? L'un des sujets qui avait déjà été abordé, c'est celui des modalités de coopération entre la France et les Comores. Je le disais tout à l'heure, il est nécessaire qu'on puisse coopérer avec les Comores. On a intérêt à apporter un appui aux Comores pour développer leur système de santé qui est défaillant, il faut bien le dire, et ce qui explique qu'il y a une grande partie des étrangers en situation irrégulière qui viennent se faire soigner ici à Mayotte. Et ils viennent se faire soigner et puis ils restent. C'est pareil, le système éducatif comorien n'est pas à la hauteur des besoins du territoire, de leur territoire. Et on a intérêt à développer cette coopération. Ça va être l'un des sujets centraux des échanges entre le président Macron et le président des Comores. Mais ça suppose aussi qu'il y ait des engagements précis des Comoriens pour freiner cette immigration clandestine en provenance de leur pays. Parce que tant qu'on ne régule pas cette immigration clandestine, je le redis encore très nettement, on ne pourra pas avoir un bon développement de notre territoire ici à Mayotte. Vous l'avez dit et répété, Mayotte est française, la ministre a répété, Mayotte est française et le restera. Ça, c'est clair, on ne revient pas là-dessus. Qu'est-ce que vous allez ressentir si jamais l'un de nos sportifs gagne une médaille aux Jeux des Îles et qui ne pourra pas ni chanter la Marseillaise, ni d'avoir le drapeau tricolore qui est derrière vous, monsieur le préfet? Alors, c'est un sujet que je connais parce que j'ai été préfet à La Réunion en 2015. Et on avait pris la décision de faire défiler les sportifs mahorais derrière le drapeau français. Derrière la délégation réunionnaise? Non, c'était le contraire. Il y avait le drapeau français et derrière, il y avait la délégation mahoraise et derrière, il y avait la délégation réunionnaise. D'accord. Bon. Ça s'était pas très bien passé, puisque les Comoriens étaient partis, avaient boycotté les Jeux, et après ça avait suscité des polémiques, et les Jeux s'étaient terminés où plus personne n'avait d'emblèmes nationaux. C'est ça. C'était ça en 2015. C'est comme ça que ça s'était passé. Là, nous sommes sur le territoire mauricien. Et la charte des Jeux prévoit que pour Mayotte, on doit défiler derrière le drapeau des Jeux. Alors c'est vrai qu'on peut regretter, et je regrette cette situation, que nos sportifs ne puissent pas arborer nos emblèmes nationaux. Mais ça va être compliqué à régler, ça aussi. Il faut pas se le... Mais la France n'a pas les moyens de faire pression sur... Faut pas se le cacher, parce qu'on est dans un... D'abord, ce sont des règles, ce sont des comités sportifs qui règlent ces différents échanges, et naturellement, ça concerne l'ensemble des autres pays. Ça concerne les Comores, mais également les autres membres des Jeux de l'océan Indien. Il y a, par exemple, les Mauriciens aussi sont très attentifs à ces sujets. Donc c'est un dossier compliqué, et il ne faut pas oublier que les prochains Jeux sont aux Comores, normalement, et je l'espère après... C'est pas encore gagné, ça non plus. Et je l'espère après à Mayotte. Donc, il faudra qu'on ait réglé ce sujet d'ici là. Ça suppose aussi qu'il y ait des bons échanges entre les territoires réunionnais, mahorais, Le mot de la fin, monsieur le préfet, quel message vous avez envie de faire passer? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Mahorais qui sont là, tous derrière cette caméra, qui vous regardent? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? C'est dur, ça, de résumer sur en mahorais, s'il vous plaît. Ah ouais, ça, là, j'y suis pas encore. J'ai appris quelques mots, mais là, je n'y suis pas encore. Mais ce que je voudrais dire aux Mahorais, c'est d'avoir confiance dans l'avenir du territoire. C'est surtout ça. Et de continuer à se battre, je disais, par-delà les opinions des uns et des autres, à se battre tous ensemble pour Mayotte. Je sais qu'il peut y avoir des craintes, qu'il peut y avoir toujours des doutes sur le développement du territoire, mais il faut avoir confiance dans cet avenir et dans l'appui que notre pays, notre ensemble, parce que Mayotte fait partie du grand ensemble national, on peut bâtir ensemble beaucoup de choses. Mais il faut continuer dans cette voie. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre sous le coup de ses revendications. Il ne faut pas hésiter à s'exprimer. C'est pas ça il faut être bien clair là-dessus. Mais il faut avancer ensemble. Donc c'est cette confiance, c'est ça que je voudrais. C'est ce que je souhaite le plus
voir avancer dans le territoire. Et nous, on vous dit merci. Merci, monsieur le préfet, pour le travail qui a été effectué sur ce département. Merci d'avoir été présent à chaque fois qu'on en a eu besoin. Vous avez, à chaque fois avec votre équipe, joué la transparence en termes d'information. Pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, souvent, presque au quotidien, quand on a des informations, on cherche à les vérifier, bien évidemment, contrairement à ce que certains peuvent dire, eh bien on appelle, que ce soit vos services, que ce soit la police ou la gendarmerie, pour avoir la validation et la vérification de ces informations. Et à aucun moment, ça n'a pas toujours été le cas avant, à aucun moment on nous a fermé la porte, à aucun moment on nous a dit non, pas d'informations. Je tiens à cette transparence. Ça c'est essentiel. Il n'y a pas, on ne cache rien. Enfin, c'est pas d'ailleurs ici, on ne peut rien cacher. C'est juste une sorte de temps. Le territoire ne s'y prête pas. Ouais. Mais il faut aussi donner je tiens d'ailleurs à saluer aussi dans votre travail d'information. Ça allait après. On peut faire les commentaires qu'on veut, c'est toujours la même chose. Mais il faut partir des faits, de la réalité. Voilà. C'est ça qui est important. Et on continuera à jouer cette transparence. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Et bon vent, comme dirait l'autre. Bonne chance du côté de la Polynésie. On avait prévu des danseuses, des Tahitiennes qui devaient arriver, mais là, ils ont resté plus dans les bouchons. Ça sera pour une prochaine fois. Allez, c'est tout pour ce spécial Dominique Saurin pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.